Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue à tous chez Astro Curieux. On va débuter un nouvel épisode, du moins une nouvelle playlist, un épisode un peu spécial, qui sera quand même, on va dire, espacé sur le mois entier. Et on va parler de sujets qui n'ont rien à voir avec la chaîne. Donc ça ne sera pas de l'astronomie ni de la science-fiction. On va parler un petit peu de, si je puis dire, d'histoire antique. Et donc, Cléopâtre 7, par exemple, est un des exemples les plus parlants, selon moi. J'avais regardé un reportage il n'y a pas très longtemps là-dessus. Et donc, je vais essayer de vous apporter les connaissances que j'ai apprises quand j'ai vu ce reportage. Quand j'ai vu ce reportage, je vais y arriver. Mais aussi vous apprendre des connaissances que j'ai apprises durant les recherches que j'ai faites durant cet épisode, pour créer cet épisode. Et du coup, c'est une période quand même qui est assez mouvementée. Voilà, il y a pas mal d'écrits aussi, hein, c'est beaucoup documenté. Et donc du coup, on peut quand même parcourir pas mal d'informations. Et je pense que cet épisode va vous intéresser. Alors bien sûr, Cléopâtre VII, c'est la dernière reine, hein, de la dynastie ptolémaïque, et donc l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire antique. Elle est née donc en 69 avant Jésus-Christ, et elle hérite d'un royaume en péril, qui est tiraillé, hein, par des crises économiques, des luttes de pouvoir internes, et aussi la menace, hein, grandissante de l'Empire romain. Alors, vous allez voir, grâce à son intelligence politique, sa maîtrise des langues, parce qu'elle en parlait 9, et puis en plus, c'est une rareté, hein, pour son époque, et en plus, elle avait un charisme légendaire, et donc du coup, elle est parvenue à devenir l'actrice incontournable, hein, sur la scène internationale. Vous allez voir, c'est une histoire palpitante et vraiment passionnante. Alors, l'Égypte de l'époque, hein, est bien plus qu'un simple royaume. C'est un véritable joyau, hein, pour les puissances environnantes, et notamment Rome. Donc, grâce à ces ressources abondantes, en particulier le blé, eh bien, l'Égypte représente vraiment un atout stratégique majeur. Alors, Rome, en pleine expansion, convoite cette richesse pour sécuriser son approvisionnement et renforcer son pouvoir, hein, sur la Méditerranée. Eh bien, Cléopâtre, consciente de cette situation, comprend que l'indépendance de son royaume, en fait, dépend aussi de son habileté à manipuler, hein, les puissances romaines rivales. Alors, à la mort de son père, hein, donc Ptolémée XII, Cléopâtre, en fait, partage le trône avec son jeune frère, Ptolémée XIII. Donc, vous inquiétez pas, hein, à l'époque, voilà, dans ces dynasties-là, en fait, hein, les familles, en fait, faisaient les enfants ensemble, entre eux, quoi. Hein, voilà. Donc, c'était conformément aux traditions ptolémaïques, hein. C'est comme ça qu'on faisait. Mais bon, cette cogérance, hein, elle se transforme rapidement en guerre civile. Et Cléopâtre, en fait, est contrainte, hein, de fuir Alexandrie, mais elle ne renonce pas à son ambition, hein, de régner seule. Donc c'est alors qu'elle a rencontré un homme, hein, qui va changer sa destinée, que l'on peut prénommer Jules César. Voilà, tout le monde connaît Jules César. Et donc c'est un tournant décisif, bien sûr, puisqu'en 48 avant Jésus-Christ, Cléopâtre, en fait, a réussi un coup de maître, hein, en se glissant secrètement dans le palais royal où réside César, et lui-même étant enroulé, hein, dans un tapis, selon la légende. Bon, ça c'est la légende. Après cette rencontre, elle marque le début d'une alliance stratégique et personnelle, et avec le soutien militaire de César, elle défait Ptolémée XIII et reprend le contrôle de l'Égypte, et donc devient la souveraine incontestée. Et donc, comme le petit titre pourrait vous le faire suggérer, eh bien, si Cléopâtre a su tirer parti de son alliance avec César, elle est quand même loin d'être hors de danger, hein. L'Empire romain, il traverse quand même une période de troubles internes avec la guerre civile entre César et Pompéi, et plus tard, après l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ, il y a une nouvelle lutte, hein, de pouvoir qui éclate entre les partisans de César et ses opposants. Et donc, notamment Octave, hein, donc le futur empereur, qu'on peut appeler Auguste, et Marc-Antoine, bien sûr. Donc, vous voyez, Cléopâtre, elle doit donc naviguer, en fait, hein, habilement entre ces puissances rivales pour préserver, en fait, hein, l'indépendance de son royaume. Et en plus, sa relation avec Marc-Antoine, hein, à la fois politique et amoureuse, eh bien, ça devient un élément clé de sa stratégie. Ensemble, en fait, ils vont s'efforcer, hein, de défier Octave et de bâtir un empire commun, mais ça va les mener à une confrontation fatale, comme vous le savez. Alors, l'enjeu de cette lutte, elle dépasse la simple survie de Cléopâtre.
C'est aussi une bataille pour maintenir l'identité et la souveraineté de l'Égypte face à l'ingérence romaine. Et donc, en se positionnant comme une protectrice de son peuple et en jouant sur ses alliances, Cléopâtre, elle incarne la résistance face à une puissance hégémonique. Alors, bon, cependant, le poids des ambitions romaines et les rivalités internes, elles vont sceller finalement le sort de l'Égypte. Voilà, déjà pour cette petite intro, je pense qu'on est pas mal. Maintenant, passons avec la prochaine section que je prénomme les acteurs clés et l'alliance et rivalité. En fait, ce qu'il faut comprendre dans l'histoire, c'est que Cléopâtre contre Rome ne peut être pleinement comprise sans explorer les personnalités majeures qui ont façonné cette période tumultueuse. Cléopâtre, bien que centrale, n'a pas agi seule, bien sûr. Autour d'elle gravitent des figures emblématiques comme Marc-Antoine, Jules César et Octave, dont les alliances et rivalités ont déterminé l'issue de la bataille pour l'Égypte. Alors, selon moi, c'est une reine stratège, reine charismatique et ambitieuse. Cléopâtre est bien plus qu'une séductrice, voilà, c'est vrai qu'elle est séduisante, mais elle est en plus très intelligente et elle a une capacité à comprendre les jeux de pouvoir qui sont très complexes. Donc elle se forge une position unique. Et elle sait que son royaume, donc l'Égypte, est convoité par Rome. Mais elle est déterminée à le préserver coûte que coûte. Et donc pour cela, elle s'allie stratégiquement avec les hommes les plus puissants de son époque. Et on pourrait se demander, mais quel est son objectif ? Eh bien, c'est de protéger son peuple et de renforcer sa position face à une menace écrasante. Alors l'atout majeur qu'on pourrait lui donner, c'est sa diplomatie. Cléopâtre excelle dans l'art de la négociation. En plus, comme je vous l'ai dit, elle maîtrise 9 langues. Et en plus, elle a une éducation et une culture impressionnante des leaders romains. Donc, elle n'hésite pas à lier alliances politiques et personnelles pour maintenir son royaume indépendant. Parlons un petit peu de Jules César, qui est un allié inattendu finalement. Parce que lorsqu'elle rencontre Jules César en 48 avant Jésus-Christ, Cléopâtre trouve un puissant allié. César, alors engagé dans une guerre civile contre Pompée, voit en Cléopâtre une alliée stratégique pour sécuriser l'Égypte, grenier à blé essentiel pour Rome, et leur relation dépasse cependant le cadre politique bien sûr. Et oui, ils deviennent amants, et puis ils ont eu un fils qu'on appelle Césarion. Donc pour Cléopâtre, César représente une protection contre ses ennemis internes et externes. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ, je vais y arriver, laisse Cléopâtre bien sûr sans soutien direct à Rome et oblige donc la reine à repenser ses alliances. Et c'est là que l'on peut parler d'un tournant décisif, je pense, dans l'histoire. Puisque après la mort de César, la rivalité entre les héritiers de son pouvoir laisse l'Égypte exposée. Et donc Cléopâtre doit à nouveau choisir un partenaire pour protéger son royaume. Et cela nous amène à parler de Marc-Antoine. Marc-Antoine, selon mes dires, c'est une alliance fatale. Après la disparition de César, Marc-Antoine, il émerge comme l'un des hommes les plus puissants de Rome. Donc, tant que membre du second triumvirat, donc avec Octave et Lépide, mais aussi il contrôle les provinces orientales de l'Empire romain. Et donc, en 41 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine rencontre Cléopâtre et leur relation marque un tournant dans l'histoire de l'Égypte. Alors bien sûr, c'est devenu une relation politique et passionnée, puisque Marc-Antoine et Cléopâtre ont partagé une vision commune, celle d'établir un empire oriental puissant, capable de rivaliser avec Rome, et leur union donne naissance donc à 3 enfants, et scelle une alliance politique et militaire. Bon, ça c'est une chose, mais cette relation, elle devient une cible pour Octave, qui l'utilise, je vais y arriver, pour discréditer Marc-Antoine à Rome. Et donc, ça le présente comme un homme manipulé par Cléopâtre. Et je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Du coup, ça met Antoine sous pression. Leur relation, elle suscite la colère et la méfiance à Rome, où Octave, accuse Marc-Antoine de vouloir trahir les intérêts romains pour Cléopâtre. Allez, penchons-nous un petit peu sur Octave, qui est, selon moi, un adversaire implacable. Donc c'est le futur empereur Auguste, il est l'opposé de Marc-Antoine, il est calculateur, froid et résolu. Et il se présente comme le défenseur de Rome face aux ambitions de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Et son objectif, il est clair,
éliminer ses rivaux et consolider son pouvoir. Alors pour y parvenir, il va lancer une campagne de propagande féroce contre Cléopâtre, qui va la décrire comme une tentatrice étrangère qui menace les valeurs romaines. Et donc cette propagande a eu de l'efficacité, puisque Octave, en fait, qui accuse Marc-Antoine d'avoir abandonné Rome pour Cléopâtre, utilise ces accusations pour justifier une guerre ouverte contre eux. Et du coup, la propagande d'Octave, elle est tellement puissante qu'elle parvient à diviser l'opinion publique romaine et à affaiblir Marc-Antoine politiquement. C'est là que l'on parle d'ultimatum, puisqu'en 32 avant Jésus-Christ, Octave déclare officiellement la guerre à Cléopâtre et lance les hostilités qui vont culminer avec la bataille d'Actium. Je vais y arriver. Je vous prie de m'excuser pour ma voix. Parlons un peu des enjeux et des jeux d'échecs géopolitiques. Puisque la lutte entre Cléopâtre et Marc-Antoine et Octave dépasse le cadre personnel, cela incarne un combat pour le contrôle de la Méditerranée orientale, la richesse de l'Égypte et l'héritage de Jules César. Et donc vous voyez que chacun des acteurs en fait joue un rôle décisif dans cette guerre, mais c'est la stratégie implacable d'Octave qui finira par dominer bien sûr. Continuons sur la prochaine section, sur la bataille navale d'Actium. C'est un tournant décisif selon moi dans l'histoire. Alors la bataille navale d'Actium, elle s'est déroulée en 31 avant Jésus-Christ, et donc c'est l'un des affrontements les plus célèbres et décisifs de l'histoire antique. C'est dans cette bataille navale que se joue le destin de Cléopâtre et de Marc-Antoine face à l'armée d'Octave, le futur empereur Auguste. Et donc, cette confrontation ne représente pas seulement un affrontement militaire, mais surtout une lutte pour le contrôle de l'Égypte et de la Méditerranée orientale. Alors, me direz-vous, quel est le contexte de la bataille ? L'Égypte, sous Cléopâtre, est alors en guerre ouverte contre Rome et dirigée par Octave. Et donc, après des années de tensions croissantes entre Marc-Antoine et Octave, malheureusement, la guerre éclate finalement sous la forme d'un conflit naval. Et donc, Cléopâtre, fidèle à Marc-Antoine, va soutenir sa flotte contre celle d'Octave. Le lieu de la bataille, elle est fixée à Actium, donc c'est une petite ville portuaire qui est située sur la côte de l'actuelle Grèce. Alors, parlons un peu de rapport de force aussi, ça c'est important. La flotte d'Octave, en fait, qui est commandée par Agrippa, l'un de ses généraux les plus talentueux, compte environ 400 navires. Donc je vous laisse imaginer le nombre d'hommes. Et en face, on a Marc-Antoine et Cléopâtre qui disposent d'une flotte de 230 vaisseaux, qui sont soutenus par une grande partie de l'armée égyptienne. Et donc, la supériorité numérique d'Octave est donc marquée, vous pouvez le constater, mais c'est la stratégie qui va faire la différence. Un peu comme The 100, voilà. Si vous avez vu le film, c'est une petite ref. Bien sûr, les tactiques et les stratégies navales sont très importantes en temps de guerre. Et donc, parlons un petit peu de la stratégie d'Octave. Octave, lui, il est conscient des faiblesses de la flotte égypto-romaine, mais il adopte une tactique défensive. Il va chercher à éviter une confrontation directe avec la flotte combinée d'Antoine et de Cléopâtre, et le général Agrippa qui mise en fait sur la manœuvre et la rapidité pour encercler les forces ennemies. Alors Octave, il va jouer quand même un rôle sur l'usure des troupes et sur la supériorité de sa flotte pour déstabiliser ses ennemis. Bien sûr, c'est normal. Il a bien plus de navires que Cléopâtre. Donc, parlons un petit peu maintenant de cette stratégie par rapport à Antoine et à Cléopâtre. Alors eux, bien sûr, ils sont très expérimentés en guerre terrestre, mais se montrent moins bien habiles en tactique navale. Ils s'efforcent en fait de frapper Octave en concentrant toute la puissance de sa flotte, mais la manœuvre elle reste maladroite. De plus, la présence de Cléopâtre à bord de ces navires joue vraiment un rôle symbolique important, même si elle sert pas à grand chose. Elle va quand même donner des ordres et tout ça, mais c'est pas vraiment, c'est pas elle qui va mener la bataille. Et donc ça va renforcer quand même, il faut le dire, l'idée d'une défense commune, mais aussi d'une détermination partagée. Bien. Il y a eu une erreur fatale. L'un des moments décisifs de la bataille, elle survient lorsque la flotte de Cléopâtre, qui a été prise de panique, a commencé à se retirer. Alors, Marc-Antoine, aveuglé par son amour pour la reine égyptienne,
la suit sans prendre le temps d'évaluer la situation tactique. Et du coup, ça crée une brèche, vraiment une grande brèche dans les lignes de bataille, et ça permet à la flotte d'Octave de remporter une victoire décisive. Et la retraite de Cléopâtre met fin à toute possibilité de résistance sérieuse. Alors bien sûr, ça engrange des conséquences immédiates. Tout d'abord, la défaite décisive, la victoire écrasante d'Octave à Actium marque la fin des rêves de Marc-Antoine et de Cléopâtre de résister à Rome. Et après la bataille, les deux amants se retirent en Égypte, où la situation se dégrade rapidement. Et donc, ils se retrouvent isolés, et le pouvoir d'Octave sur Rome devient vraiment incontestable. Alors, cette défaite navale va précipiter aussi la chute de l'Égypte ptolémaïque et l'intégration du royaume à l'Empire romain. Je vous avais dit, c'est vraiment passionnant. Alors, il y a un changement d'équilibre qui va s'effectuer, puisque après la victoire à Actium, Octave devient le maître incontesté de la Méditerranée. Et son ascension vers le trône impérial, et puis il l'a, c'est sûr, c'est un fait. Et il n'a plus de rivaux en plus à craindre, et le reste du monde romain se soumet d'ailleurs à son autorité. Donc vous voyez bien qu'il n'a plus rien à craindre. Malheureusement, nous allons parler des derniers jours de Cléopâtre et de Marc-Antoine. C'est une fin tragique, selon moi. Après la défaite à Actium, Marc-Antoine et Cléopâtre se réfugient dans la capitale égyptienne, donc Alexandrie, et l'étau se resserre autour d'eux. Octave ayant pris la décision d'envahir l'Égypte, l'armée romaine va se rapprocher petit à petit, vous voyez, et les deux amants comprennent qu'il n'y a plus de solution militaire, et donc Cléopâtre, dévastée, va mettre fin à ses jours, suivi par Marc-Antoine, qui meurt dans ses bras. Alors, ça nous laisse un héritage assez sombre. La défaite à Actium a donc non seulement marqué la fin de l'indépendance de l'Égypte, mais elle a aussi mis un terme à l'une des plus grandes dynasties de l'Antiquité. Cependant, la figure de Cléopâtre, qui perdure dans les mémoires comme celle d'une reine stratège et d'une femme capable de mener des batailles politiques et militaires pour défendre son royaume, sont vraiment très appréciables. Allez, continuons sur la prochaine partie, si vous le voulez bien, sur la chute de Cléopâtre. Donc c'est la fin d'une ère. La défaite de Cléopâtre à Actium, elle marque le début de la fin pour l'Égypte ptolémaïque. Donc isolée et confrontée à un adversaire implacable en la personne d'Octave, la reine doit faire face à l'inévitable, la chute de son royaume. Et donc on va explorer un petit peu les événements qui ont conduit à la fin tragique de Cléopâtre et de Marc-Antoine, ainsi que la disparition d'un royaume vieux de plusieurs millénaires quand même. Alors après sa victoire décisive à Actium, Octave, en fait, ne perd pas de temps. En 30 avant Jésus-Christ, il va lancer une campagne militaire en Égypte, et avec une armée expérimentée et disciplinée, il va quand même progresser rapidement vers Alexandrie, donc la capitale du royaume. Et donc, pour Cléopâtre et Marc-Antoine, les options sont vraiment limitées. Ils tentent désespérément de rallier des alliés, mais leur défaite à Actium a réduit quand même leur crédibilité, ça on peut le dire. Et donc leur isolement diplomatique laisse l'Égypte vulnérable. Et c'est là qu'Alexandrie est assiégée. Octave atteint Alexandrie en plein été, Marc-Antoine tente de mobiliser ses dernières troupes pour défendre la ville, mais son armée est démoralisée et en infériorité numérique, et donc la résistance égyptienne s'effondre rapidement face à la puissance romaine. Alors, c'est un combat désespéré, je pense, puisque Marc-Antoine, qui est fidèle à son caractère de soldat, tente une dernière offensive contre les forces d'Octave, mais malheureusement ses troupes abandonnent le combat en passant du côté romain. Donc il sent la défaite imminente et retourne auprès de Cléopâtre à Alexandrie. Alors on peut parler de sacrifice tragique, bien sûr, puisque convaincu que Cléopâtre est déjà morte, Marc-Antoine en fait se poignarde. C'est un geste empreint de désespoir et d'amour, mais il apprend peu après que Cléopâtre en fait est toujours en vie. Alors donc il est gravement blessé, bien sûr, il est transporté auprès d'elle et donc meurt dans ses bras. Et voilà, c'est là qu'il s'est rendu compte. Et donc ce moment poignant, il illustre quand même l'intensité de leur relation et le caractère tragique de leur destin commun. Alors il y a un choix symbolique qui s'est offert à Cléopâtre. Donc c'était parce qu'elle est désormais face et seule à Octave, et donc elle refuse de devenir un trophée politique pour Rome. Je pense que vous comprenez. Et donc, elle sait qu'Octave, en fait, souhaite la capturer vivante pour la présenter comme une prise de guerre lors de son triomphe à Rome,
plutôt que d'être humiliée, en fait, elle va choisir de mettre fin à ses jours. Et donc, selon la légende, Cléopâtre, en fait, se donne la mort en se laissant mordre par un aspic. Donc, c'est un serpent venimeux, je vais y arriver, qui est dissimulé dans un panier de figues. Voilà, c'est la légende. Et donc, bien que certains historiens contestent cette version, eh bien, son suicide reste quand même un acte de défi ultime contre Rome. Et par ce geste, elle revendique son autonomie et protège l'image de sa royauté. Et en mourant, en plus, Cléopâtre, elle scelle la fin de la dynastie ptolémaïque et affirme en plus son indépendance face à l'Empire romain. Donc, son suicide, en fait, ça devient un peu une légende et ça renforce un peu son aura de femme forte et déterminée. Donc ça nous mène à la fin de l'Égypte ptolémaïque, bien sûr, puisque après la mort de Cléopâtre, Octave annexe officiellement l'Égypte, qui devient une province romaine, et ce territoire stratégique, riche en ressources, renforce la puissance de Rome et consolide la puissance et la position d'Octave comme un maître en fait incontesté de l'Empire, quoi. Donc l'intégration de l'Égypte permet à Octave de contrôler le grenier à blé de la Méditerranée. Il assure l'approvisionnement de Rome, etc. Après, je vous laisse imaginer un petit peu tout ce qu'il est capable de faire. Et donc, cette richesse, elle contribue à son ascension en tant que premier empereur romain sous le nom d'Auguste. Donc, la victoire d'Octave marque la fin de la République romaine et le début de l'Empire. Donc, Cléopâtre, bien que vaincue, laisse un héritage indélébile et sa vie incarne le courage, la résilience face à une puissance écrasante et je pourrais dire, en tant que dernière reine de l'Égypte indépendante, elle devient quand même une icône culturelle et politique qui inspire des générations d'artistes, d'écrivains et de leaders. Donc Cléopâtre, selon moi, elle a réussi là où peu de femmes en fait de son époque ont osé s'aventurer. Elle a quand même gouverné, combattu, négocié avec les plus grands hommes de son temps, et tout en défendant son peuple et sa culture. Et ça, je trouve ça beau. Dans la dernière section, nous allons parler de l'héritage de Cléopâtre et du rôle de Rome. Alors bien que Cléopâtre ait été vaincue par Rome, son histoire ne s'est pas arrêtée après sa mort, bien sûr. Son règne et sa chute ont laissé une empreinte profonde sur l'histoire, la culture et l'imaginaire collectif. Alors, parlons un petit peu d'une province stratégique. Puisque après l'annexion de l'Égypte en 30 avant Jésus-Christ, eh bien le pays devient en fait l'une des provinces les plus importantes de l'Empire romain. L'Égypte joue quand même un rôle crucial dans l'économie romaine, et notamment grâce à son immense production de blé, qui est essentielle pour nourrir les habitants de Rome et les armées aussi impériales. Alors Octave, qui est devenu bien sûr l'empereur Auguste, comprend rapidement la valeur de l'Égypte, et donc pour éviter toute rébellion ou menace contre son pouvoir, eh bien il place la province sous une administration directe. Alors bien sûr, les sénateurs romains n'ont pas le droit d'y accéder sans autorisation. Le pays il est gouverné par un préfet nommé par l'empereur lui-même. Et donc ça demande une analyse aussi sur l'influence culturelle. Et malgré la domination romaine, l'Égypte en fait conserve une grande partie de son identité culturelle, et donc les traditions religieuses comme le culte d'Isis continuent d'influencer la région et même Rome, où Isis devient une déesse populaire. Les Romains adoptent également de nombreux éléments de l'art et de l'architecture égyptien. Cléopâtre elle incarne la lutte pour l'indépendance face à une puissance impériale, mais aussi l'intelligence et la résilience. Sa capacité à naviguer dans les complexités politiques et son rôle même dans les événements majeurs de l'époque lui valent quand même une place unique dans l'histoire, je trouve. C'est une femme hors du commun. Contrairement à de nombreuses figures féminines de l'Antiquité, Cléopâtre est vraiment connue pour sa personnalité complexe. Elle n'est pas seulement vue comme une reine séduisante, si je puis dire, mais surtout comme une dirigeante visionnaire et stratégique, qui parle plusieurs langues et maîtrise les subtilités diplomatiques. Donc depuis sa mort, Cléopâtre elle a inspiré d'innombrables œuvres littéraires, artistiques, cinématographiques. Il y a des pièces de Shakespeare, comme Antoine et Cléopâtre, aux films modernes, et elle reste une figure emblématique de pouvoir, d'amour et de tragédie. C'est un symbole féministe et politique. Une femme de pouvoir. Cléopâtre, elle est souvent perçue comme une figure féministe avant l'heure, et elle défie les normes de son époque en exerçant un pouvoir politique et militaire, tout en assumant pleinement sa féminité et ses choix personnels.
Aujourd'hui, Cléopâtre est vue comme un symbole d'indépendance et de résilience, de résistance face à l'adversité, et son histoire continue de résonner auprès des femmes et des hommes qui s'identifient à sa lutte pour défendre ses valeurs et son peuple. Alors l'annexion de l'Égypte marque quand même l'apogée de l'expansion romaine dans le monde méditerranéen, et ce territoire devient une pierre angulaire de la puissance impériale et qui assure donc une stabilité économique et un contrôle stratégique sur l'Orient. Je perds encore ma voix, je suis désolé. Donc sous Rome, en fait, l'Égypte devient un modèle d'administration impériale qui mêle exploitation économique et préservation de certaines traditions locales. Mais voilà, cette période marque aussi la fin de l'indépendance politique égyptienne qui ne sera retrouvée qu'au XXe siècle. Donc l'histoire de Cléopâtre, elle transcende les frontières historiques, elle est devenue un mythe universel, une histoire où se mêlent amour, pouvoir, trahison et tragédie, et ces thèmes en fait résonnent encore aujourd'hui, faisant de Cléopâtre une icône intemporelle. Et donc elle symbolise aussi la rencontre entre deux mondes, l'Orient riche de ses traditions millénaires et l'Occident en pleine ascension. Et donc sa vie et son règne illustrent les tensions, mais aussi les échanges qui ont façonné l'histoire méditerranéenne. Concluons sur cet épisode un peu long. Par son courage, Cléopâtre, son intelligence et sa détermination a marqué à jamais l'histoire et la culture mondiale. Sa chute tragique qui a fait face donc à Rome symbolise la fin d'une époque, mais aussi de son héritage continu, qui continue d'inspirer, vous voyez, et de captiver les esprits. Voilà, dans cet épisode de cette première playlist, en tout cas, on a exploré quand même l'une des batailles les plus épiques et fascinantes de l'histoire, et vous allez voir que pour le prochain épisode que je vous ai réservé, vous ne serez pas déçus. Si vous avez apprécié le contenu, un petit commentaire, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Et prenez tout soin de vous, et moi je prendrai soin de ma gorge très prochainement. À bientôt, ciao ciao.